votre invitation, président et cofondateur de Mediapart. J'ai plein de questions à vous poser, notamment sur l'affaire Benalla, bien sûr. J'aimerais qu'on parle aussi de l'Algérie. Mais si on vous a invité ce soir, c'est pour parler de ce livre, La victoire des vaincus, qui sort demain aux éditions La Découverte. Il s'agit de votre lecture, de votre analyse du mouvement des Gilets jaunes, qui, selon vous, a déjà gagné. Les Gilets jaunes ne le voient pas forcément ainsi, en tout cas pas tous. Non, ils seront peut-être battus, peut-être que M. Macron sortira de ce moment d'impopularité, mais leur victoire, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, du peuple, d'une partie du peuple, de travailleurs pauvres, de femmes, de retraités, ils ont imposé un agenda au pays. C'est pas venu d'en haut, c'est pas venu des partis politiques, c'est pas venu des institutions, c'est eux. Un agenda social, des mesures ont été prises sous leurs contraintes qui n'auraient pas été prises, qui sont contraires. Pour beaucoup d'entre eux, c'est insuffisant. Hein, mais... Bien sûr, mais ils ont fait bouger le gouvernement. Et puis ils ont mis à l'agenda du débat public la question sociale, la question de l'injustice fiscale, et ils le rappelleront si tout ça n'est pas suivi de belles mesures après le soi-disant grand débat national. Et puis ils ont mis à l'ordre du jour, ce qui est une question qui nous est chère à Mediapart, la question démocratique, la question du pouvoir personnel, la question du mépris du pouvoir exécutif pour les autres pouvoirs, notamment le pouvoir législatif, les majorités automatiques, le pouvoir judiciaire où le parquet n'est pas indépendant. Bref, voilà. Et ça, c'est ça leur victoire. La victoire, c'est au fond quand un peuple, et ça arrive... reprend en main son histoire. Lui-même, qui n'est pas un citoyen indifférent, passif, manipulé. J'étais frappée par le titre, en fait. La victoire des vaincus, c'est... vous l'empruntez, en fait. C'est un petit trait complice, comme ça, à un essai de Jean Ziegler, 1988, qui est dédié aux luttes des peuples du tiers-monde. Je rectifie, pardon, je ne l'emprunte pas. Non, je dis que le hasard fait que je me suis aperçu que ce titre avait été déjà celui que donnait Jean Ziegler sur le surgissement des peuples dominés à l'échelle du monde. Est-ce que ça veut dire pour vous, au fond, que les Gilets jaunes sont à comprendre comme, au fond, un peuple opprimé, comparable à l'oppression de la colonisation? Je vous pose la question. Si vous avez lu le livre, il n'y a même aucune référence à la colonisation. Absolument pas, mais simplement, vous en parlez au début du livre. Mais c'est pas ça. Non, c'est simplement que cette formule est une formule péguiste, de Charles Péguy, qui fut un grand républicain et un grand Dreyfusard, et qui disait « Nous sommes des vaincus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse d'égalité, de liberté, de fraternité, elle est toujours portée par des héros qui sont d'abord vaincus et qui nous passent le relais. Je prends souvent comme exemple pour montrer que ça vaut pour toutes les luttes des femmes. Elles ont été portées, et j'en cite une, Séverine, une très grande journaliste, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit à la parole, n'étaient pas à l'Assemblée nationale, n'avaient pas le droit de vote, où le chef de famille était un homme, et ne parlons pas du droit à l'IVG. Donc à chaque fois, il y a des gens qui combattent sans succès a priori, sans garantie de réussir, et c'est eux qui nous portent. Les Gilets jaunes... Vous pensez qu'il restera dans l'histoire, ce mouvement? Bien sûr. Quoi nous renvoie-t-il? Cela fait 4 mois qu'il dure. Vous avez souvenir d'un mouvement social, encore une fois, submergeant les partis politiques, autonome, inédit, un événement pur qui nous bouscule, oblige le président à aller mouiller sa chemise dans des circonstances que nous trouvons discutables parce que ce n'est pas un grand débat fair-play, c'est un grand débat instrumentalisé par le pouvoir exécutif. À ce point-là, parce qu'ici sur LCP, on ne diffuse pas les débats du président de la République, si je puis dire, mais on va voir tout ce qui se passe dans les territoires. Et ça débat. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'exprimer. C'était sur votre chaîne ce matin qu'on entendait les échos de Édouard Philippe qui disait attention, il va falloir atterrir et on ne va pas tout reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un grand débat loyal? C'était les règles de la Commission nationale du débat public. Madame Joanneau nous a tout expliqué. Nous avons publié tous les échanges entre Madame Joanneau et l'Élysée. À fausser ce débat pour vous? Un mois de pression de l'Élysée pour qu'elle accepte de l'animer personnellement. Et elle a dit non, moi je suis responsable d'une institution, donc acceptez les règles de loyauté, de neutralité, d'égalité. L'Élysée n'en voulait pas. Il est verrouillé vraiment, ce débat pour vous? Qui contrôle les choix finaux?
Qui va décider? On va voir comment faisons pression. L'atterrissage politique, c'est la grande question. Ce n'est pas au pouvoir exécutif de décider des conclusions d'un grand débat. Il y a des conférences citoyennes, il va y avoir des citoyens tirés au sort, il y a des garants, tout ça n'est pas suffisant. Nous verrons. Vous faites trop confiance. Je vous pose la question. Vous faites trop confiance. Vous voyez bien qu'il y a une colère. Je ne fais pas confiance, je vous interroge. Vous avez raison, mais il y a une colère dans le pays parce que nous avons des pouvoirs qui ne respectent pas leurs promesses. C'est la clé de l'affaire des Gilets jaunes. Je rappelle que M. Macron a été élu sur une promesse de révolution démocratique profonde. C'était le titre de son livre. Qu'il disait en même temps, qu'il allait tenir compte de toutes les paroles. Et vous savez bien pourquoi il y a une partie du peuple qui surgit. Parce que cette révolution démocratique n'est pas là, qu'il a accentué le caractère monarchique de cette République. Et deuxièmement, parce qu'au niveau de sa politique, il a fait une politique pour une ultra-minorité qui a appauvri l'État. Oui, vous avez des pages cinglantes d'ailleurs sur Emmanuel Macron. Vous parlez de son hubris qui a retrouvé au fond la dimension monarchique du pouvoir présidentiel. Il y a des chiffres, mais vous l'avez sous les yeux. Quand vous ne l'épargnez pas. Un président qui parle des Gaulois réfractaires. Bon. Quel rapport a-t-il à son propre peuple? Il est le seul responsable de cette crise dans le pays. Ah non, c'est une longue histoire, mais comme Louis XVI n'était pas responsable de la longue histoire de la monarchie, et il était sympathique, Louis XVI. Alors, on a dit beaucoup de choses. Il y a déjà des historiens, des sociologues qui se sont penchés, des journalistes, des reporters Mediapart qui ont suivi ce mouvement. Il est disparate, il est composite, et en même temps, il n'arrive pas à s'organiser. Il a presque une terreur, je dirais, de s'institutionnaliser. On a vu ce qu'a subi Ingrid Levavasseur, des menaces, des insultes, alors qu'elle voulait mener une liste aux européennes. Comment vous comprenez ça? Ces insultes sont pas admissibles, mais je comprends tout à fait le désir d'auto-organisation très communard, et la commune de Paris était comme ça, et il y avait toute une tradition républicaine, car mon livre convoque toute l'histoire du XIXe siècle, y compris chez des républicains qui ont les noms de nos avenues. Ledru-Rollin, l'homme du suffrage universel masculin, il sort dans l'exil sous le Second Empire un texte qui s'appelle « Pas de président, pas de représentant ». Plus de président, plus de représentants. Parce qu'il dit, il y a un problème, que quand on délègue son pouvoir, on le perd. Et donc les Gilets jaunes, ils veulent garder la maîtrise. Et ces questions d'auto-organisation, peut-être sommes-nous encore à l'âge préhistorique de la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le droit de vote, c'est un écosystème compliqué. Et c'est pas seulement de choisir des représentants. C'est aussi de pouvoir les contrôler, de pouvoir les démettre, de faire entendre Pour autant, vous l'admettez, la démocratie représentative est... En tous les cas, aujourd'hui, le meilleur des systèmes, même si elle peut être complétée par de la démocratie directe et citoyenne. Regardez les chiffres, mais regardez l'ampleur et la montée persistance des abstentions. Un intellectuel belge, David Van Reybrouck, qui est un intellectuel très respecté, et c'est un démocrate, et c'est un homme du côté des idées de liberté et d'égalité, a fait un livre qui s'appelle « Contre les élections ». Et qu'il dit, il y a un problème, la crise, la démocratie... Mais c'est la tyrannie des minorités qui risque mais la démocratie, c'est le respect des minorités, c'est pas la tyrannie de la majorité. C'est là où nous avons un vrai débat sur comment réinventer un imaginaire démocratique. Alors ça bouscule ceux qui ici se croient propriétaires... Le principe même de l'élection, vous l'approuvez dans la crise démocratique que nous connaissons? C'est un des éléments. C'est un des éléments. Mais ce n'est pas... Vous voyez bien que nous vivons dans une démocratie où l'élection devient une confiscation. Monsieur Macron a 18% des inscrits au premier tour. Il gagne contre l'extrême droite. Mais il gagne. Mais moi, je suis toujours sur les inscrits, car je compte les abstentions, je compte les blancs, je compte ceux qui ne se déplacent pas. Eh bien, donc, ça veut bien dire que c'est une tête d'épingle. Et donc, est-ce qu'il en tient compte? Non, il n'en tient pas compte. Ça veut bien dire que ça ne marche pas. Élu par défaut, écrivez-vous très clairement dans un chapitre qu'il va consacrer. Et je le lui ai dit, vous savez que je le lui ai dit, sans préjugé, 2 jours avant son élection, pendant les 3 heures qu'il a passées à Mediapart, le 5 mai. Je l'ai mis en garde, donc c'est à la loyale ce que j'écris. Alors vous évoquez les violences sans difficulté dans ce livre, mais vous considérez au fond qu'elles sont inhérentes à toute mobilisation. On tolère alors? C'est ça la révolution, la révolte sociale? Je ne l'écris pas comme ça. Comme vous avez vu, le chapitre s'appelle « Les 3 violences » à partir d'une formule d'un religieux, de Nelder Camara, qui était au Brésil. Il y a plusieurs violences. Bien sûr qu'il y a des violences inadmissibles et ce n'est jamais de bon conseil, la violence, pas plus que la haine. Mais il y a des violences d'en haut, il y a des violences symboliques, des violences de ceux qui ont l'argent, le pouvoir, et puis surtout, nous sommes aujourd'hui au pied du mur.
Après le Parlement européen, maintenant, c'est la haut-commissaire aux droits de l'homme sur les violences policières. On vous a entendu sur de nombreuses antennes là-dessus. Vous vous rendez compte? Je sais bien. Je voudrais, parce que le temps presse, je vous en prie, vous interroger quand même sur une dernière question sur ce mouvement, et si on passe à un autre sujet. Rien ne vous inquiète tout de même dans ce mouvement? Vous avez vu comme moi. Je dis tout l'inverse. Non mais vous les avez vus. Je dis tout l'inverse. Il y a des quenelles, les gestes de Dieudonné, une propension au complotisme, de l'antisémitisme, des violences. Voilà. Je dis tout l'inverse. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui est inquiétant? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on renvoie ce peuple vers l'extrême droite. C'est qu'on essaye de construire un face-à-face entre le pouvoir... Il n'est pas d'extrême droite, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est sûr. Mais allez à Commercy, passez 2 heures à Commercy, allez à l'Assemblée des Assemblées. La prochaine est à Saint-Nazaire. Faites une ELCP spéciale à Saint-Nazaire. 75 délégations. J'avais vu ce mouvement aujourd'hui, venir. J'en ai parlé des invisibles et des oubliés. L'extrême droite critique. Depuis que la gauche est beaucoup plus présente. Depuis que les revendications sont de gauche, je vais vous donner un exemple. L'appel de Commercy, non seulement il condamne le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, mais mieux encore, il demande des droits sociaux, et ces droits sociaux, il dit, pour toute personne résidant en France, quelle que soit sa nationalité. Aucun parti politique ne va si loin. C'était la seule assemblée. Il faut juger les Gilets jaunes, pas sur quelques olibrius, sur leurs textes, sur leurs déclarations collectives, pas sur des personnalités qui s'autoproclament leurs représentants. Je voudrais qu'on évoque l'affaire Benalla avec le journal Le Monde. Vous avez contribué à Mediapart à faire de nombreuses révélations. Quelque chose me dit que ce ne sont pas les dernières. Il y a ces enregistrements de cette conversation entre Vincent Crase et Alexandre Benalla que vous avez révélés. Ça vous a valu un tombereau de critiques, il faut bien le dire, sur la question de l'atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, il y a même des questions qui se posent du côté des avocats sur ces enregistrements, montés, pas montés, provenant de différents enregistrements mêlés. Vous ne nous donnerez pas. Mais j'ai répondu, ça s'appelle, c'est un accès libre sur Mediapart, ça s'appelle Réponse à nos détracteurs. Ces enregistrements sont des éléments de preuve, au point que l'instruction judiciaire s'en saisit, au point que le parquet a ouvert une nouvelle information pour effacement de preuves. Mediapart n'a pas fait que ça. La violation du contrôle judiciaire, elle est là et elle est flagrante et elle est là pour tout le monde. Les passeports diplomatiques, c'est Mediapart. Le contrat russe, c'est Mediapart. Tout ça, le Sénat l'a repris. En revanche, je suis ici à LCP. L'Assemblée nationale s'est déshonorée dans cette affaire. Elle a accepté la consigne du président de la République de se coucher. La majorité. Je rappelle aux députés ici qu'ils sont députés de la nation. Ils ne sont pas les députés de M. Macron. Eh bien, c'est une honte. L'abandon par l'Assemblée nationale de la commission d'enquête est inadmissible. C'est une affaire d'État. Rendez-vous compte. L'affaire Benalla est une affaire d'État, pas de l'État. Mais excusez-moi, un contrat avec un oligarque russe proche de M. Poutine, négocié alors que l'homme de la sécurité du président de la République est à l'Élysée et que c'est son homme de confiance et que M. Macron dit « je suis fier de l'avoir nommé » et qu'en novembre encore, il demande l'indulgence pour cet homme-là. Ce n'est pas une affaire d'État. Vous appelez les commissaires députés à rouvrir une commission d'enquête? Évidemment, allez, on passe à l'Algérie. Rendez-vous. Quelque chose me dit que ça ne va pas se faire et que ça s'est joué au Sénat, cette affaire. L'Algérie, c'est un pays que vous connaissez, que vous chérissez. Vous suivez évidemment quotidiennement la situation, j'imagine. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Selon vous, est-ce que c'est le début d'une révolution? C'est le réveil d'un grand peuple et ça a à voir avec notre conversation précédente. C'est bien quand les peuples se réveillent, quand les gens se parlent, quand ils sortent de la peur, du silence, quand ils s'occupent de leur destin. L'Algérie, c'est le pays de ma jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans, avant que tout se fige, entre le parti unique, entre la montée de l'islamisme, entre la prévarication, symbolisée aujourd'hui par le clan qui est autour de Bouteflika. Et vraiment, ce qui je trouve vraiment triste, c'est de voir que dans les commentaires officiels en France, du pouvoir, pourrait-on dire, on dit plus une inquiétude. Là où en Ukraine, on saluerait le soulèvement d'un peuple. Vous ne comprenez pas cette prudence et cet attentisme. Mais au contraire, on devrait dire, mais bravo, quand des gens parlent le même langage que nous espérons que tout le monde parle, de liberté, de droit, de justice, de beauté, de bonheur. C'est notre histoire, l'Algérie. Ça a fait notre richesse par l'oppression coloniale. Vous pensez que le système politique post-indépendance qui date de 62 pourrait s'écrouler? Non, l'indépendance est acquise et non, heureusement. Bien sûr. C'est pas ce que je veux dire, mais le système Bouteflika. Une démocratie est en marche. Elle a essayé déjà de se mettre en marche. Elle a été interrompue par la décennie noire, mais espérons. Vous savez, c'est le plus grand pays
voisin. C'est un pays dont la démographie est beaucoup plus importante que la nôtre. C'est notre avenir. Cette situation en Algérie. Merci. Et donc, vous restez avec nous. Ça va vous intéresser. C'est l'heure d'accueillir Jérémy Pelletier pour La vie des idées, la chronique avec notre partenaire de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Installez-vous, vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès et vous nous parlez ce soir d'un livre important, d'un livre événement, j'ose dire, L'archipel français du politologue Jérôme Fourquet qui sort demain au Seuil. C'est une enquête qui décrit, chiffres à l'appui, eh bien, la manière avec laquelle la société française s'est progressivement et profondément fragmentée. En quoi il est important ce livre ? Alors, je crois qu'effectivement c'est un livre important qui va faire date parce que il se situe d'abord dans la lignée d'un certain nombre de grands livres qui ont expliqué les bouleversements de la France au cours des dernières années. Je pense notamment au livre d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd, publié en 2013, qui s'appelle Le Mystère français. Et donc dans ce livre qui sort demain, Jérôme Fourquet analyse comment la France est devenue du coup un pays totalement fragmenté, comment elle est devenue un archipel de plusieurs îles qui s'ignorent désormais les unes des autres, une France dans laquelle il est devenu désormais difficile de faire société commune. Et alors j'ai voulu parler de ce livre du coup avant qu'il sorte parce que il parle d'un phénomène, d'un processus presque invisible à l'œil nu mais qui est finalement lourd de conséquences. Ce processus, c'est le séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société française. Et Jérôme Fourquet a cette expression qui frappe les esprits, la sécession des élites. Absolument. De quoi s'agit-il ? Il parle du coup donc de cette société archipel. Pour en parler, il utilise le terme de sécession des élites qu'il avait déjà utilisé dans un rapport qu'il avait publié pour la Fondation Jaurès il y a quasiment de cela un an maintenant. En fait, il montre comment de manière plus ou moins consciente, plus ou moins volontaire, les membres de la classe supérieure de la société française se sont progressivement séparés du reste du pays et se sont construits finalement un entre-soi confortable. Pour résumer, ce qu'il dit à travers cette sécession des élites, c'est que une partie de la population s'est construit ce petit entre-soi et donc il y a de moins en moins d'interactions avec le reste de la population française et que les catégories supérieures et le reste de la population se voient de moins en moins. Et ça, il le démontre, il le prouve, cette forme de ghettoisation des privilégiés, des élites qui ne se mélangeraient plus aux autres ? Alors absolument, il prend plusieurs exemples et je vous en tisser quelques-uns pour montrer la fin de ces interactions. Allez-y. D'abord la composition au cœur des métropoles dans notre pays. Il montre que les grandes villes, et pas uniquement Paris, sont de moins en moins diverses sociologiquement parlant. Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes. Finalement, dans ces villes-là, la part des catégories populaires a chuté au cours des 30 dernières années quand celle des cadres et des professions intellectuelles a, elle, grimpé. Le deuxième exemple que je voudrais vous citer, c'est la composition de l'école privée, qu'il cite aussi dans ce livre. Le nombre d'enfants de familles favorisées a considérablement augmenté dans l'enseignement privé au cours des 30 dernières années. Et donc, en plus de la ségrégation sociale dont je viens de parler avec les métropoles, on assiste donc à une forte, finalement, ségrégation scolaire. Et le troisième exemple dont je voudrais vous parler, c'est la très forte hausse des expatriations des catégories favorisées, et notamment des catégories diplômées au cours des 30 dernières années, qui fait que finalement, de nombreux membres des catégories favorisées ont aujourd'hui davantage de choses à voir et de choses en commun avec des membres de la même catégorie sociale d'un autre pays, plutôt qu'avec des membres d'une catégorie sociale inférieure, mais qui sont dans leur propre pays. Et il montre aussi, avec d'autres exemples à l'appui, qu'il y a moins de colonies de vacances qui sont les lieux de mixité. C'est fini le service militaire, là encore, c'était des lieux de brassage. On aurait pu parler de l'église, on aurait pu parler des syndicats ou même des partis politiques. Dernière question. Pour aller vite, parce que le temps presse, comment on fait pour retrouver un peu de mixité sociale ? Alors, comment on fait pour retrouver un peu de mixité sociale ? D'abord, effectivement, s'interroger sur ces lieux de mixité. Vous avez parlé des colonies de vacances, que la gauche aussi se réinterroge sur ces lieux-là, qui étaient des lieux, effectivement, de brassage social. Évidemment, vous savez qu'au cours de l'histoire, depuis les 30 dernières années, il y a une spécialisation des colonies de vacances qui a fait qu'il y a une segmentation, maintenant, des publics vis-à-vis des colonies de vacances privées, je dirais. Donc, il y a un vrai intérêt à repenser, évidemment, toutes ces questions-là, parce que l'enjeu avec cette sécession des élites, c'est de faire en sorte que tout un chacun continue à avoir le sentiment, malgré tout, d'appartenir à la communauté nationale et de faire en sorte que certains individus n'aient pas l'impression d'être touristes dans leur propre pays. Vous lirez ce livre ? Bien sûr, c'est un constat que déjà Bruno Latour et d'autres ont documenté. C'est bien la preuve par laquelle il faut écouter les mouvements qui tirent le signal d'alarme. Je dis dans le livre, Walter Benjamin, qui était cet intellectuel anti-nazi qui s'est suicidé en 40 à Portbou en traversant la frontière française, disait la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Et il disait aussi les révolutions, contrairement à ce que dit Marx, c'est pas forcément la locomotive de l'histoire. C'est plutôt le fait qu'il y a des passagers qui tirent le signal d'alarme,
pour qu'on n'aille plus dans le mur. Avec ce monde-là, ces élites offshore qui n'ont plus rien de commun avec la majorité du peuple, on va dans le mur. Donc, faut tirer et arrêter ce train d'enfer. Merci infiniment. Merci beaucoup. Jérémy, c'était limpide. On lira le livre de Jérôme Fourquet, mais ce soir, je rappelle le vôtre de livre, Edoui Plenel, La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes. Et ça sort également demain à la découverte. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À demain.